Donc, merci à toutes et tous d'être présents pour le webinaire de l'ORECAN. Donc, on est l'Observatoire régional énergie-climat-air de Normandie. Cet observatoire est animé par deux structures, Biomasse Normandie et Atmo Normandie, que l'on représente chacun, et piloté par la région, l'ADEME et l'ADREAL. Donc, on va vous présenter l'ordre du jour de cette réunion. Je n'arrive pas à passer avec le clavier. Donc, donc, au lieu de faire un tour de table banal pour nous présenter les personnes qui interviennent, on a décidé de vous présenter un petit peu plus les équipes complètes de l'ORECAN avec toutes les personnes qui travaillent également sur les données que l'on vous produit et pas seulement les personnes qui interviennent à vos côtés. On ira ensuite sur les données de consommation de l'ORECAN avec du coup la nouveauté, l'application que l'on vous présentera et le bilan intermédiaire des consommations d'énergie. Et ensuite, à la fin, on passera sur le bilan ENR 2023, donc, qui est le dernier jour de données qui est sorti, avant d'aborder quelques points d'actualité sur l'ORECAN. À chaque fin de section, on vous laissera du coup, la possibilité de vous exprimer, de nous poser des questions. Donc, n'hésitez pas, durant notre intervention, à lever la main. Et ensuite, on prendra le temps à chaque fois pour prendre les questions. Et il y aura également un temps d'échange prévu à la fin de ce webinaire si des points n'ont pas été abordés que vous vouliez soulever avec nous. Alors, concernant les équipes de l'ORECAN, je vais parler de la branche Biomasse Normandie donc, que je représente ici avec Lisa. Donc, nous avons un coordinateur de l'ORECAN qui est Paul-Antoine. Et ensuite, nous avons donc Lisa Perron qui est à mes côtés, qui est chargée d'études bois-énergie et ORECAN. Donc, elle a ces deux casquettes-là. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Maëva Sénéchal, chargée de mission ORECAN. Je quitterai mes fonctions à la fin du mois de juin, donc prochainement. Donc n'hésitez pas à bien mettre Lisa et les autres personnes que l'on vous présentera par la suite en copie des mails pour que la continuité puisse bien se faire. Donc, nous deux, on est les têtes que vous voyez probablement le plus au sein de l'ORECAN pour la partie biomasse Normandie. Mais on voulait aussi mettre en avant nos collègues qui travaillent qui contribuent aux données que l'on fournit. Donc, nous avons Firmin Le Petit qui est chargé d'études déchets dangereux, qui va nous fournir du coup la partie de données sur les ISDND. Donc les installations de stockage de déchets non dangereux pour la partie méthanisation. Donc on vient prendre directement les données qui sont récupérées dans le cadre de son travail. Et également une enquête sur les traitements d'ordures ménagères que l'on utilise pour le suivi des unités de valorisation énergétique. Donc on a vraiment un travail qui est fait en complémentarité au sein de toute l'équipe de Biomasse Normandie qui alimente l'ORECAN. Donc, dans cette même logique, on a également Raphaël Angot, qui est alternant au sein du pôle bois énergie cette année, qui travaille sur les études, sur l'enquête de consommation de bois sur les chaufferies collectives. Donc, c'est pareil, des éléments que l'on va utiliser dans nos bilans et qui seront valorisés par la suite. Et Raphaël Coquerel, qui est chargé d'études déchets organiques, qui, lui, s'occupe donc du plan Méthane Normandie. Et donc, c'est également des données que l'on utilise et que l'on valorise. Et la partie unité de valorisation énergétique et la partie méthanisation seront des points que l'on abordera par la suite dans les aspects méthodologiques. Pour la partie Atmo Normandie, donc bonjour, moi je m'appelle Marie Zuccolini et je suis accompagnée de Nicolas Lepelec. Bonjour. Qui est notre référent RECAN et aussi un des directeurs d'Atmo Normandie.
Toute la partie que vous voyez sur la gauche à côté de Nicolas, c'est plutôt l'équipe un peu technique qui va permettre de produire les données de consommation et d'émissions. On a Mara, la responsable du service. Nos collègues Wafia, Alexandre, on est à Normandie sur 3 sites, c'est pour ça que j'ai rajouté la localisation. Wafia est à Caen et Alexandre est au Havre. Nous, on a chacun notre spécialité lors du calcul de l'inventaire. Wafia, c'est notre grande spécialiste des transports, mais c'est vrai qu'Alexandre prend aussi sa suppléance parfois sur la partie transport. Alexandre, sa grande spécialité, c'est l'agriculture. Moi, je suis plutôt sur les consommations d'énergie, le bilan énergétique donc, et l'industrie. Et comme Eva, je quitterai mes fonctions un peu plus tôt à la fin du mois et je serai remplacée par Exaucé. Donc voilà pour la partie de présentation de l'équipe. C'est moi qui vais continuer de parler, désolée. On voulait, avant d'introduire la nouveauté qui est le bilan intermédiaire des consommations d'énergie avec son application qui lui est dédiée, revenir un peu sur les données de consommation de l'Orecan. Alors, si vous étiez là au webinaire de l'an passé, vous allez un peu revoir les mêmes slides, mais c'est des points qui posent souvent question et c'est important pour nous de rajouter une couche. Dans un premier temps, je voudrais vous parler de la différence entre les données open data et de l'Orecan, et ensuite vous introduire la temporalité de l'inventaire. Encore une fois, en ce moment, on est en train de calculer l'année 2023 et de recalculer l'historique pour vous produire un inventaire classique à la fin de l'année. Et cette temporalité pose problème, notamment pour les questions de consommation. On a décidé de faire un bilan intermédiaire simplifié pour introduire une année supplémentaire de consommation post-2021 avant de calculer un inventaire classique. Donc, pour revenir sur l'open data, quand je dis open data, là, je cible vraiment les consommations de gaz naturel et d'électricité, puisqu'on sait que pour les autres combustibles, on a beaucoup moins de détails qui sont disponibles, que ce soit géographiquement ou sectoriellement en ligne. Alors, c'est souvent autour de ces deux combustibles-là que les questions reviennent, grâce à la mine d'infos qu'on a en ligne grâce aux fournisseurs, aux distributeurs du réseau. Donc là, vous avez un graphique, c'est pour 2021, c'est pour les consommations de gaz naturel sur la Normandie. Il est issu de la documentation que j'ai remis en haut à droite. On avait fait une documentation parmi toutes les notes méthodologiques sur le site de l'Orecan pour expliquer les décalages que vous pouviez observer en comparant les données de l'ORE ou du SDES et les données que nous produisons pour votre collectivité. Il faut savoir que ces données, on les traite, bien sûr, elles font partie intégrante de nos calculs et donc on est capable d'expliquer ces écarts. Tout à droite, vous avez la branche, donc l'open data, ce que je disais, les données locales de l'énergie sur le SDES ou l'ORE, selon là où vous les exploitez. Et nous, à partir de ces données-là, on va les traiter, surtout à l'échelle de l'EPCI, et on va pouvoir identifier la branche énergie, qui pour nous s'apparente à la partie raffinerie. Alors, toutes les collectivités ne sont pas concernées, mais c'est quand même une grosse partie, comme on le voit à l'échelle de la région. On a aussi la production de chaleur et de froid avec les données des réseaux de chaleur et des chaufferies collectives que nous fournit Biomasse Normandie et qui sont en open data également, et la partie des déchets. Donc, à partir des données open data, déjà, on précise un peu cette branche industrie, puisque nous, on a d'autres sources de données sur l'industrie à côté. Et on va venir également corriger les erreurs de sectorisation ou de localisation. C'est un exemple qui revient assez régulièrement, mais sur plusieurs EPCI, nous, on a des déclarations faites par les industriels sur leur consommation de gaz naturel qui ne sont des fois pas en accord avec les consommations de gaz naturel industriel de l'open data pour le PCI. Donc là, c'est un peu un travail de fourmi où il faut qu'on redescende à la maille communale, voire de l'adresse en fait, pour essayer de changer ces sectorisations et de dire non, ça, ce n'est pas un site tertiaire, ce n'est pas le bureau d'études de ce gros site industriel, c'est bien une consommation qui est utilisée pour le site industriel. Donc voilà un peu ce traitement. De manière plus anecdotique, on répartit aussi le X, les consommations non affectées. Et vous voyez qu'à ce stade-là, on est encore cohérent en solde régional et on le sera aussi au niveau des EPCI avec l'open data. Mais ensuite, quand on publie les données sur le site de l'Orecan, on met en compatibilité ces données avec le format de rapportage du PCET Orecan.
qui va différencier selon si on parle des consommations ici, des gaz à effet de serre ou des polluants atmosphériques. Pour les émissions de polluants atmosphériques, vous aurez toutes les émissions, y compris celles de la branche énergie, y compris celles de la production de chaleur et de froid. Par contre, pour les gaz à effet de serre et pour les consommations, on tronque ces données avec, on ne présente pas les consommations et les émissions de gaz à effet de serre de la branche énergie et de la production de chaleur et de froid pour des histoires de format de rapportage, de comptabilisation des émissions directes ou indirectes, voilà. Sans rentrer dans le détail, tout est expliqué sur le site, bien sûr. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on peut observer des écarts. Et là, je vais faire un petit détail qu'on n'avait pas forcément fait l'année dernière. Ce bouclage énergétique sur le gaz naturel et l'électricité, on le fait sectoriellement, donc on est cohérent avec la donnée de l'open data par secteur à l'échelle de l'EPCI. Donc si jamais vous constatez des écarts, vous pouvez nous poser des questions et nous, on sera capable de vous dire oui, vous ne trouvez pas la même donnée que sur l'ORE, puisque nous, on a corrigé telle erreur de sectorisation sur votre EPCI, ou alors vous avez un site de production de chaleur qu'on a exclu de par le format de rapportage. Par contre, si on vous transmet des données à la commune, dans le cadre du label TED notamment, il se peut qu'on diffère de l'open data, puisque c'est un bouclage énergétique qui est déjà assez conséquent à réaliser à l'échelle de l'EPCI, qui demande du temps. On n'est pas encore capable de boucler à l'échelle de la commune sur ces données-là. Voilà, pour cette partie-là. Ensuite, pour revenir un peu sur la temporalité de l'inventaire, donc désolée si je vous l'ai déjà présenté l'année dernière, ça vient vraiment introduire le fait que l'inventaire, on sait qu'il prend du temps, c'est un temps qui est pour nous incompressible de par la sortie des données d'entrée qui sont essentielles et de par le temps de traitement, vous voyez, qui mobilise quand même une équipe assez complète et pas mal de ressources. Donc on en est conscient. Au niveau des données de consommation qui nous sont essentielles pour l'inventaire que l'on calcule actuellement, on a les données open data qui sont sorties en septembre 2024. Ensuite, nous, autre source de données que l'on met plus d'un mois à traiter, mais qui est essentielle, c'est la BDREP. C'est vraiment la partie industrie. Même si tous les territoires ne sont pas concernés également pour cette partie industrielle, on a quand même un tissu industriel qui est très riche et qui demande pas mal de temps de traitement. Et ensuite, entre la réception de ces données d'entrée, il y en a beaucoup d'autres, hein, je vous ai vraiment mis les deux essentiels du point de vue des consommations. On va valider, finaliser, calculer en fait l'inventaire sur un an avec cette équipe de 4 personnes. L'inventaire, on le trouve sur l'Orecan de manière agrégée, mais il y a beaucoup d'activités derrière, de combustibles, différents polluants et gaz à effet de serre qui sont évalués. Donc c'est pour ça que ce temps est incompressible et que là actuellement on calcule l'inventaire 2023, on met à jour l'historique et vous le verrez début 2026. On sait qu'il y a une attente sur les données de consommation, donc c'est pour ça qu'on fait un premier exercice. Alors comme vous verrez, il a des limites. Il... Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on est obligé de faire le bilan énergétique Oui. qui va durer quasiment 6 mois pour après pouvoir calculer le bilan des gaz à effet de serre et des plans atmosphériques qui représentent la deuxième partie du semestre. En fait, c'est pour ça que ça s'échelonne sur l'année. En fait. Oui, bien sûr, on a besoin de l'inventaire des consommations pour calculer les émissions énergétiques, même si on a un certain nombre. Le cas classique, c'est l'agriculture. Toutes les données que calcule mon collègue Alexandre sont des émissions hors combustion, mais c'est un secteur assez particulier. Donc voilà, pour revenir là-dessus, vous avez vraiment l'inventaire classique, celui que l'équipe est en train de calculer actuellement, qui sortira au début de 2026, qui nécessite un calcul très fin, voilà, et qui permet de calculer, comme a dit Nicolas, des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Et ensuite, l'idée du bilan énergétique intermédiaire, c'est de fournir, quand on ne calcule pas l'inventaire, une donnée de consommation qui sera disponible uniquement à la maille EPCI. Alors c'est vrai que si vous consultez les données de l'Orecan, sans forcément prendre part au label TED, vous voyez uniquement les données à l'EPCI, mais c'est le fruit d'une agrégation. Nous, en base, on calcule les données à l'échelle communale, voire de l'IRIS, et on agrège tout ça pour les mettre en ligne. Donc là, on est sur un calcul qui est simplifié, qui ne permettra pas de calculer des émissions énergétiques et qui ne permettra pas de fournir des consommations communales. L'idée, c'était d'être cohérent, bien sûr, toujours avec nos données de référence, donc l'open data dont j'ai parlé précédemment, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, comme la BDREP pour l'industrie, etc. D'être cohérent avec ces calculs-là, de fournir un calcul simplifié qui permettrait d'avoir
l'année 2022, donc une année post-2021, sans attendre la sortie de l'inventaire 2023. Donc c'est un peu de rattraper ce décalage sur les consos. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer cette application. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vue. On va aller dessus, hein, ça sera sûrement plus parlant. Je pense qu'il va s'ouvrir, oui. Donc voilà, je vais pas trop revenir en détail sur l'onglet accueil, c'est un peu des choses que je vais vous répéter, mais tout ce que je vais dire d'important est grosso modo là, notamment sur le fait que ce bilan, pour l'instant, c'est un premier jet, il lui manque des secteurs, il n'est pas encore complet. Donc ça sera corrigé lors du prochain bilan énergétique intermédiaire. Le fait qu'il soit simplifié, qu'on ne puisse pas descendre à l'échelle de la commune, qu'on ne calcule pas des émissions à partir de ce bilan, ça restera, puisque c'est vraiment l'idée de fournir une année, quelque chose d'intermédiaire sans reprendre tout le calcul du bilan énergétique qui est très long. Par contre, le fait qu'actuellement, il manque, voilà, c'est précisé sur l'accueil, la catégorie d'énergie chaleur et les secteurs d'activité de transport routier et non routier, ça, c'est lié au fait que c'est un premier exercice, qu'on avait des ressources en interne qui n'étaient pas forcément disponibles, et aussi qu'on savait, pour la chaleur, qu'on allait faire une refonte méthodologique. Donc, ça n'aurait pas trop eu de sens de vous le présenter maintenant. Donc, il y a deux onglets, du fait aussi que ce n'est pas un bilan complet, on voulait quand même vous permettre de vous situer par rapport aux objectifs de référence, qui pour les consommations sont les objectifs de la PPE2 pour l'instant, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc voilà, bien sûr, on a tous les objectifs classiques. Quand on est sur les polluants atmosphériques, on parle du prépa. Quand on est sur les gaz à effet de serre, on parle de la stratégie nationale bas carbone ou maintenant de la COP. Mais là, comme on est vraiment sur les consommations d'énergie, on est resté sur les objectifs de référence que nous, on connaissait, à savoir que quand ces objectifs seront mis à jour avec ceux de la PPE3, on les mettra à jour. Aussi également que ce graphique, vous voyez, qui ne va que jusqu'en 2021, puisque c'était pour montrer le bilan complet. Ça, c'est les données de consommation qui sont déjà en ligne, hein. Mais quand on va sortir de l'année 2023 et recalculer l'historique début 2026, on mettra à jour. C'est vraiment une application qu'on va continuer à faire évoluer et à mettre à jour. Donc maintenant, au niveau de son utilisation, elle est assez simple. Vous avez tous les filtres ici avec l'échelle géographique. Donc on descend à l'échelle de l'EPCI. Ensuite, vous choisissez le territoire et vous avez l'option tout secteur d'activité confondu ou par secteur d'activité. Là, vous avez bien la partie transport routier et non routier, puisque vous voyez qu'on est entre 2005 et 2021, donc les données qui sont déjà sur le site de l'Orecan. L'objectif de cet onglet, c'est vraiment d'introduire l'objectif PPE2. Et donc, si on le présente comme ça, nous, on a choisi que quand vous arrivez sur cette page-là, il y a un zoom entre 2005 et 2023. Mais ce sont des objectifs qui vont plus loin. Alors, vous pouvez choisir de dézoomer ou de faire échelle automatique. Et là, vous verrez qu'on a un objectif qui va jusqu'en 2028. Si j'avais pris tout secteur, je pourrais même aller jusqu'en 2050. Donc, c'est un objectif, hein, pas une tendance, mais ça permet déjà de voir où on en est. Et en parcourant le graphique, vous aurez toutes les données. Si vous préférez, bien sûr, exporter les CSV ou les Excel pour reproduire vous-même, pour exploiter vous-même les données, vous pouvez. Et vous avez également à la fin, ici, les évolutions de consommation et les objectifs de la PPE2 qui se mettent à jour selon le territoire et le secteur d'activité que vous choisissez de prendre en compte. Que dire de plus? Il y a aussi une option, il me semble, pour télécharger le graphique en format en fichier PNG. Elle est pratique puisqu'elle évite de faire des captures d'écran et surtout, elle assure que la partie source soit prise en compte quand vous exportez le graphique. Et nous, ça nous aide beaucoup quand après, il faut mettre à jour, si vous mettez à jour vos graphiques ou les éléments que vous aviez téléchargés à l'époque. Avec la version d'inventaire, les versions de méthode de calcul de biomasse, on est capable de beaucoup plus facilement accéder à nos anciennes versions et de vous expliquer les changements. Alors quand c'est beaucoup de versions d'inventaire de décalage, c'est compliqué, mais pour nous, c'est vraiment une garantie d'avoir le versionning là-dessus.
Donc, voilà, vraiment, ce premier onglet pour se situer par rapport à des objectifs de référence sur tous les territoires pour tout secteur d'activité. Et ensuite, voici le deuxième onglet. Et là, on va parler de 2022. Comme j'ai dit précédemment, de 2005 à 2021, vous trouverez les mêmes années que celles qui ont déjà été publiées début 2024 lors de la sortie de notre inventaire, puisque l'idée, je sais qu'on dit tout le temps que quand on calcule un nouvel inventaire, on met à jour tout l'historique. Pour nous, c'est très important, puisque si on se contentait de vous sortir que la dernière année, il y a tellement de secteurs d'activité, de données d'entrée, de méthodologies qui sont prises en compte dans l'inventaire, que si on calculait à chaque fois que la dernière année, vous ne pourriez pas comparer les années entre elles, et on ne saurait pas si c'est une augmentation, une diminution, ou en fait juste un changement de méthode entre les 2 années. Alors pour nous, c'est essentiel de recalculer. Là, on est sur un exercice très simplifié, comme je vous l'ai montré. Alors, ce n'est pas cette version simplifiée qui va nous permettre de recalculer un historique qui était calculé avec une méthodologie beaucoup plus poussée. Vous verrez que 2005 à 2021, si vous exportez les données, ça devrait être exactement les mêmes données que celles qui sont actuellement en ligne sur l'Orecan, sur les autres applications. Il y a juste le 2022 qui a été ajouté. Même chose, vous avez les filtres, pareil. Vous pouvez choisir, même on peut aller au département, le Calvados. Vous avez les catégories, comme ce que je vous ai dit précédemment et ce qui est reprécisé là, vous ne trouverez pas la chaleur. Elle sera là lors du prochain inventaire et lors du prochain bilan énergétique intermédiaire. C'est un premier jet. Et ensuite, vous pouvez descendre au niveau des combustibles pour avoir un détail sectoriel. Alors, ce qui peut être intéressant, on peut aller sur les gaz naturels. Si vous allez sur les produits pétroliers, comme il va manquer la partie transport, vous verrez bien que comme elle n'est pas là dans les catégories, en termes de consommation, vous serez beaucoup moindre par rapport à ce qui est actuellement sur l'Orecan. Donc voilà, et pareil, les pourcentages d'évolution qui se mettent à jour. Je pense que j'ai tout dit au niveau de cette appli-là. Et vous avez bien sûr au niveau du versionning, on voit bien que de 2005 à 2021, c'est le Atmo Normandie, l'inventaire 4.1.0 actuellement en ligne, et que pour l'année 2022, ça va être le bilan énergétique intermédiaire. Donc, haute méthodologie de calcul. Si je reviens, alors je suis pas en plein écran. Non. Si je reviens juste à la fin, je vais peut-être arrêter de me remettre en plein écran parce que je crois qu'on me voit bien. Donc, c'est un peu déjà des choses que j'ai rabâchées. Je vais aller vite. Au niveau des limites, on est sur un périmètre restreint. Vous ne trouverez pas de consommation de transport et de chaleur pour 2022. Ça, on en est conscient. Le tir sera rectifié avec le prochain. Par contre, la méthode de calcul simplifiée et le fait que ça ne remplace pas un inventaire classique, ça le restera. C'est vraiment pas le but. Sinon, voilà, c'est vraiment pas le but. Et en termes de finalité, donc l'avantage, c'est d'avoir cette année 2022 sans attendre la sortie de notre inventaire en 2026, qui donnera 2023, pardon si ce n'est pas très clair. Et ensuite, donc, dès 2026, c'est une application qu'on va actualiser, qu'on va faire évoluer. Ça fait vraiment partie intégrante de ces perspectives d'évolution. Et ensuite, on consolidera la méthode. Voilà. En fait, l'objectif global de ce travail supplémentaire qui a été initié l'année dernière, c'est de vous permettre, comme fait Biomasse Normandie pour la partie énergie renouvelable, c'est quand même de vous permettre d'avoir un suivi annuel des consommations énergétiques pour l'alimentation de vos plants et poursuivre justement avec le traitement qui est fait au format de l'Orecan, qui vous évite à vous de refaire un traitement donc intermédiaire de votre côté. Donc là, vous allez avoir une continuité annuelle sur les données de consommation énergétique et avec l'intégration donc de la comparaison par rapport aux objectifs PPE2. Donc voilà, donc là tout ça sera automatisé et vous y aurez accès maintenant désormais chaque année. Voilà sur la partie consommation. Peut-être que vous avez des questions. Ouais. Dans ce cas-là, on peut enchaîner avec vous, je pense. Ah non, peut-être. S'il n'y a pas de questions, on va à présent passer à la deuxième partie du webinaire qui était donc de vous présenter un peu les chiffres clés
du bilan ENR et R 2023, ainsi que les diverses évolutions méthodologiques qui ont eu lieu cette année. Donc, un peu pour les chiffres clés, donc entre 2022 et 2023, la production ENR et R, elle a augmenté de 800 gigawattheures en Normandie. Et en termes de répartition, c'est globalement un peu les mêmes répartitions entre 2022 et 2023, avec donc le bois domestique qui est la première filière ENR en Normandie, suivi de l'éolien qui, cette année, enfin en 2023, a pris quand même une place plus importante pardon, dans le mix ENR de la Normandie, passant donc de 15,5% à 18%. Ensuite, on peut voir que en 2023, la troisième filière en Normandie, c'est le biogaz, alors que pour 2022, c'était la valorisation des déchets. Et puis ensuite, on peut retrouver les autres filières, donc le bois collectif et industriel, suivi des autres filières qui sont cette fois-ci un peu moins présentes dans le mix ENR. Voilà un petit peu pour les chiffres clés en termes de répartition et je vais laisser la parole à ma collègue Malva pour d'autres chiffres. Voilà. Oui, là on va du coup se concentrer un petit peu plus sur les évolutions dans le temps long. Euh, et on a fait quelques petits focus sur des filières que l'on a souhaité sélectionner. Donc par exemple, pour le photovoltaïque, qui a une part infime dans le graphique global, on a quand même une progression que l'on souhaitait noter. 13% d'augmentation de la production entre 2023 par rapport à 2022 et la mise en service de près de 3000 installations, dont 15 installations en haute tension. Donc c'est aussi une répartition que l'on prend bien en compte dans nos données et qui contribue à faire augmenter ce chiffre global. On a aussi également, comme le disait Lisa, une progression de la part de l'éolien euh, que l'on constate dans les données que l'on recense avec la mise en service de 7 parcs pour un total de 65 mégawatts installés. Donc une augmentation de la production de 23% pour cette année 2023 par rapport à l'année 2022. Et on peut également noter que ces parcs sont tous situés en Seine-Maritime. Concernant les chaufferies collectives et industrielles, donc qui contribuent à la part de bois collectif industriel qui est en violet foncé, on a une augmentation de 8% sur l'année, ce qui est légèrement moins significatif que les autres parts d'évolution électrique que l'on peut quantifier. Néanmoins, on a tout de même une mise en service de 20 chaufferies collectives et industrielles. Donc voilà, c'est vraiment pour mettre en perspective le fait que l'augmentation est tout de même significative et que la dynamique est toujours présente. Et ce qu'on voulait également notifier de manière plus importante, comme l'a signifié Lisa pour cette année 2023, la part de biogaz est de plus en plus importante dans le mix énergétique. Et on a vraiment une dynamique de cette filière, notamment avec les installations en injection. Donc on a 50% d'augmentation de la production d'injection entre 2022 et 2023 et 28 mises en service d'installations de biogaz, mais dont 20 installations en injection. Donc on a vraiment une croissance qui est de plus en plus importante et une filière qui se tourne de plus en plus vers des installations en injection. Et lorsqu'on regarde la courbe, donc c'est la deuxième en partant du bas, la bleue foncée, on voit vraiment qu'on a une courbe qui commence à connaître une augmentation avant 2020. Donc en fait, les premières installations étaient mises en service en 2018. Donc à partir de 2019, on a vraiment une progression que l'on constate de plus en plus croissante. Donc c'est une tendance à suivre. Est-ce que vous avez des interrogations sur les évolutions globales avant qu'on rentre dans les méthodologies des filières par la suite? Moi, si c'est bon, voilà. Oui, vous avez une Ah oui. question? Oui, je voulais savoir si vous avez un peu une prospective un peu sur ce qui va être ce qui va être ouvert ensuite pour les installations. Non?
Alors ça, c'est un travail que l'on ne fournit pas et que l'on ne fait pas au sein de l'ORECAN. D'accord. C'est un travail que l'on a réalisé lorsqu'on a été sollicité l'année dernière dans le cadre de la COP. Donc là, on a eu un travail de prospection, on a allé chercher les demandes de raccordement d'Enedis ou des données qui nous ont été fournies par GRDF, etc. Là, on a fait un travail collectif avec nos partenaires. En revanche, c'est un point que l'on ne fait pas au sein de l'ORECAN. On reste vraiment sur de l'observation. Euh, mais on entend que ça pourrait être intéressant et on le note bien. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie. En fait, il nous semblait important de faire un point sur les différentes évolutions qu'on a apportées sur les différentes filières ENR, parce que du coup, forcément, ces changements de méthode, elles vont entraîner des changements de valeur pour les années antérieures à 2023. Et donc, parce que pour rappel, à l'ORECAN, lorsqu'on effectue des changements méthodologiques, ces changements, ils sont rétropolés sur toutes les années concernées par ces changements. Donc voilà, c'était important pour nous de prendre le temps de vous expliquer un peu toutes les évolutions pour que vous compreniez aussi les évolutions dans vos données lorsque vous les téléchargerez. Donc si on commence par la filière éolienne, pour cette filière, c'est important de savoir que la plupart, enfin la méthodologie, elle se base sur l'utilisation des données en open data pour la plupart des installations. Donc, et lorsque ces données sont disponibles en open data, nous, on n'a pas changé la méthode sur cette partie. Par contre, on a changé la méthode lorsqu'on n'avait pas de données disponibles en open data pour certains parcs éoliens. Donc, ça représente une minorité, mais il en existe. Donc, auparavant, on avait l'habitude d'effectuer un bouclage. Donc, ce bouclage, il contribuait à faire la différence entre la production régionale et la somme des productions de tous les parcs. Et après, cette différence, elle était du coup répartie sur les parcs pour lesquels on n'avait pas de données disponibles. Donc, au fur et à mesure des années, notamment depuis ces 3 dernières années, on s'est rendu compte que ce bouclage, il était de moins en moins cohérent. Et donc, du coup, on se retrouvait avec des parcs, justement, qui avaient des productions qui n'étaient pas forcément cohérentes avec leur puissance installée. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé cette année de changer la méthode pour les parcs où on n'a pas de données en open data. Et du coup, d'arrêter ce bouclage et de faire un ajustement qui varie en fonction de l'installation et de son historique. Ensuite, un autre point important sur la filière qu'on a remarqué cette année, c'est que en open data, pour certains parcs, il y a des productions qui sont manquantes. C'est-à-dire que, en fait, RTE, dans sa manière de prendre en compte les parcs éoliens, ils peuvent leur arriver de changer l'identifiant des parcs. Et lorsqu'ils changent l'identifiant de ces parcs, en fait, ils vont effacer l'ensemble de la production qui a eu lieu pour l'année en question, enfin l'année où a été effectué ce changement, et vont prendre en compte que la production suite au changement. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, s'ils vont changer l'identifiant du parc en novembre, la production de janvier à novembre va être effacée et on aura en open data que la donnée de novembre à décembre, ce qui est quand même ce qui représente du coup des productions qui vont énormément baisser pour ces parcs. C'est pour ça que ça nous a alertés. Et donc, c'est pour ça que nous, dans ces cas-là, on a effectué un ajustement spécifique. Donc, du coup, ça va être au cas par cas en fonction des parcs, mais la plupart du temps, ça va être d'ajuster en fonction des productions des années précédentes pour rester un peu sur une cohérence de ces parcs. Parce que ces parcs n'ont pas fermé, ils n'ont pas arrêté de fonctionner, ils ont fonctionné normalement. C'est juste que on n'a pas une partie de cette production, en fait. Voilà. Voilà, c'était un peu tout pour les évolutions de méthodos sur la filière éolienne. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Sinon, je vais passer à la suite. Donc,
Ensuite, on a effectué également des changements sur la filière hydraulique. Donc, dans cette filière, il faut d'abord distinguer deux catégories. Donc, il y a les installations qui sont raccordées au réseau. Donc, ça veut dire qu'ils vont injecter la production d'électricité sur le réseau électrique. Et il y a des installations qui ne sont pas raccordées au réseau et donc vont autoconsommer leur production d'électricité. Donc, pour ce cas-là, donc ceux qui ne sont pas raccordés au réseau, la méthodologie reste inchangée. Mais par contre, celles qui sont raccordées au réseau, on est dans le même cas que la filière éolienne, c'est-à-dire qu'on a des fois des données qui sont disponibles en open data, mais par contre, pour certaines installations, on n'a pas de données disponibles en open data. Donc, le changement qui a eu lieu pour les productions disponibles en open data, c'est qu'on a rechangé la priorisation des sources de données en priorisant Enedis et ensuite en consolidant avec Audrey s'il y a des données manquantes sur Enedis. Parce qu'on s'est rendu compte, globalement, c'est les mêmes données qui sont présentes sur ces deux sources de données, mais des fois, il peut arriver qu'il y ait des différences, et quand il y a des différences, on va donc prioriser Enedis. Voilà, donc ça va pas être des changements qui vont être très importants, normalement, pour vous. Par contre, pour les installations où la production n'est pas disponible en open data, ce qui arrive beaucoup pour les installations hydrauliques, on avait pour habitude de faire un bouclage, un peu comme la même manière que pour la filière éolienne, c'est-à-dire de faire la différence entre la production régionale et la somme des productions de l'ensemble des installations. Et cette différence-là, on va la répartir sur les installations où on n'a pas de production disponible. Donc là, on s'était rendu compte que ce bouclage était encore moins incohérent que pour la filière éolienne, c'est-à-dire qu'on arrivait des fois à des productions qui étaient au-dessus des productions théoriques maximales pour une installation hydraulique. Donc c'était totalement incohérent et c'est pour ça qu'on a décidé de changer la méthode en attribuant une production théorique moyenne pour ces installations-là. Voilà un peu pour les changements qui ont eu lieu sur la filière hydraulique. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Si ce n'est pas le cas, donc je vais passer... Ah, pardon. Et encore Ah oui, moi. excusez-moi. Excusez-moi. Oui, c'est pas grave. Ça représente quoi comme pourcentage des installations qui ne déclarent pas, aussi bien pour les éoliens ou bien pour l'hydraulique? Là, je ne saurais pas 10%, vous dire. Donc, 5%, c'est minime ou... pour l'éolien, c'est minime, c'est 5%, c'est très peu, parce qu'en général, c'est des très grosses installations que du coup RTE forcément prend en compte. Par contre, pour les installations hydrauliques, vu que c'est des fois des toutes petites installations, il y a un secret qui peut être mis sur leur production, et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir la production. Mais donc, ça veut dire que c'est quand même des installations qui produisent peu par rapport à la totalité. Voilà. Donc à présent, on va passer au changement de méthode qui s'est passé sur la filière bois collectif et industriel. Donc pour vous expliquer un peu l'ancienne méthode, pour l'ancienne méthode, on utilisait donc l'énergie primaire en entrée chaudière, donc ce qui correspond finalement aux consommations de bois dans les chaufferies. Et ensuite, on différenciait le traitement en fonction de si les chaufferies alimentaient un réseau de chaleur. Dans ce cas-là, on leur attribuait donc un rendement qui correspondait finalement aux pertes de distribution. Donc, c'est les pertes thermiques qui a lieu lors du transport de la chaleur dans les réseaux. Et voilà. Et par contre, pour les chaufferies qui n'alimentaient pas de réseau de chaleur, dans ce cas-là, on reprenait juste les consommations de bois en chaufferie qu'on considérait donc, du coup, comme de la production de chaleur et donc, du coup, les valeurs qui étaient dans le bilan. Sauf que dans la nouvelle méthode, nous, on a choisi d'adopter le principe que en fait, le bilan porte sur la production de chaleur, donc c'est-à-dire ce que la chaudière peut produire en termes de chaleur. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de retirer le rendement de distribution et d'appliquer finalement un rendement de production à toutes les chaufferies.
Pour le coup, il n'y a pas de différence. Et ce rendement, il va être variable en fonction du combustible mis dans la chaudière. Et voilà, en fait, c'est justement le rendement de production, c'est pour prendre en compte les pertes qui sont liées finalement à la conversion de l'énergie contenue dans le combustible en chaleur, parce qu'il y a toujours des pertes dans ce process-là. Et justement, donc, on va considérer que la production de chaleur qui est donc indiquée dans le bilan, c'est celle qui est en sortie de chaudière. Voilà. Donc, du coup, cette méthode, elle va entraîner à peu près 10% de réduction de la production par rapport à ce qu'on avait comme valeur auparavant. Voilà. Un petit peu, donc les divers changements. Est-ce que vous avez des questions sur la filière bois collectif et industriel? Sinon, on va passer à d'autres filières. Ok, bah, je vais continuer alors sur... il me manque... Marie, tu peux mettre la diapo d'avance. Ouais, parfait. Euh, je vais vous parler de la filière biogaz. Euh, donc, pour recenser un petit peu la méthode que l'on utilise, comme je vous le présentais au début, on va s'appuyer sur le travail de nos collègues et donc du plan Méta Normandie. Donc, les installations sont recensées par le plan Méta Normandie. Et ce recensement nous permet aussi de suivre la puissance installée de ces installations ou la capacité d'injection avec les dates de mise en service. Donc ça, c'est des données qui sont ajustées vraiment en flux continu par nos collègues et qui permettent de se rapprocher à chaque fois toujours plus de la réalité, sachant qu'on n'a pas toujours les informations dès qu'on a en tête la mise en service d'une installation. Donc voilà, c'est vraiment la date de mise en service et la puissance installée sont des données qui peuvent être amenées à varier à la marge, mais qui ont une importance pour la suite, donc pour la production de biogaz. Donc pour la production, on part soit de données réelles, soit d'hypothèses. Dans les données réelles, on a ou des enquêtes régionales ou de l'open data. Donc là, on voit bien à nouveau la complémentarité qu'il y a et l'importance pour les filières du coup qui ne sont pas électriques globalement. Là, on a un suivi qui est beaucoup plus précis avec les enquêtes que l'on peut réaliser, les travaux sur lesquels on peut s'appuyer au sein de- d'autres des enquêtes régionales de biomasse Normandie. Donc là, dans le cadre du biogaz, on utilisait les enquêtes ITOM, donc sur le traitement des ordures, les installations de traitement d'ordures ménagères et sur les ISDND, les installations de stockage de déchets non dangereux. Donc ça, c'est des données qui nous parviennent directement d'enquête. Et on réalise également des enquêtes méthanisation qui étaient un temps portées par l'ORECAN et qui aujourd'hui sont reprises par l'Adréal en collaboration avec le plan Méta Normandie. Donc là, on va avoir des données qui remontent directement des exploitants pour justement être au plus proche de la réalité des installations. On utilise également les données en open data. Donc là, il y a eu un travail important qui a été fait, comme je vous disais, sur la partie d'injection, la partie injection où il y a une croissance qui est très importante. Et, euh, et là, on a vraiment eu un travail méthodologique pour recenser toutes les productions en injection qui sont présentes en open data et du coup pour pouvoir les ajouter à notre bilan. Donc, si vous avez des différences qui existent sur la part d'injection, là, on s'est vraiment rapproché de ce qui existe actuellement. Et on utilise également l'open data pour la production électrique des installations en cogénération. Lorsque l'on ne dispose pas de données, notamment pour, par exemple, la chaleur, la production de chaleur pour les cogénérations, on va partir d'hypothèses. Donc c'est là où les mises en service et les puissances installées sont importantes, car on va calculer à partir d'hypothèses que l'on revoit aussi fréquemment avec nos collègues du plan Meta euh, une production d'énergie. Une production d'énergie. Donc voilà l'importance un petit peu de tous les ajustements qu'il y a et des différences qui peuvent exister ensuite dans vos données. Et si vous l'avez peut-être remarqué, mais on a également ajouté
une puissance thermique cette année dans nos bilans pour la filière biogaz. Donc, c'est une puissance thermique qui est théorique, car pour les installations en cogénération, c'est bien la puissance électrique qui est quantifiée. Néanmoins, comme nous indiquons une production de chaleur, pour rester en cohérence avec cette logique-là, on a rajouté une puissance thermique. Peut-être que ce sera des choses qui évolueront. En tout cas, comme je vous le dirai également sur la prochaine filière, les évolutions qui sont faites dans toutes les filières qui sont recensées dans l'ORECAN sont faites dans une logique de convergence méthodologique avec tous les autres observatoires régionaux. On a un réseau qui nous permet d'échanger et de converger ensemble vers des méthodologies qui sont comparables. Donc, les méthodologies qui sont amenées à évoluer, qui évoluent, vont toujours dans ce sens-là. Voilà pour la partie méthanisation. Je ne sais pas si vous avez je vois une remarque dans le... Pour moi, tu as répondu un peu Peut-être. à la question. Oui, j'ai répondu à la question, je pense. Très bien. Alors, je vais passer à l'autre filière, qui est du coup la filière valorisation des déchets. Donc également cette année, on insiste un petit peu dessus, même si on est au début de cette réflexion, on est sur un bilan ENR et R, donc énergie renouvelable et de récupération. C'est une nouveauté pour ce bilan en 2023 et c'est amené à continuer à s'enrichir évidemment. Pour cette première année, l'énergie de récupération, on la recense uniquement sur la partie valorisation des déchets. Donc on va vous montrer comment on le fait. L'ancienne méthode, donc, tout d'abord dans la filière valorisation des déchets, on recense des UVE, donc des unités de valorisation énergétique, et des UIDD, des installations de déchets dangereux. Dans l'ancienne méthode qui était appliquée jusque-là, on considérait que toute la production qui était recensée par ces installations était considérée comme de l'énergie renouvelable. On n'établissait pas de distinction. Et aujourd'hui, dans nos jeux de données, vous avez une nouvelle colonne qui est ajoutée qui s'appelle énergie, qui va dissocier renouvelable et récupération. Donc vous l'avez uniquement pour la partie valorisation des déchets et elle se fait de cette façon. Pour les UVE, donc les unités de valorisation énergétique, ce sont des installations qui sont suivies par nos collègues du pôle déchets. Donc on a des données réelles qui nous sont recensées. La logique derrière est d'attribuer 50% de l'énergie qui est fournie qui est produite par cette unité de valorisation comme de l'énergie renouvelable et 50% comme de l'énergie de récupération. La logique derrière, c'est de se dire que ce sont des traitements de déchets d'ordures ménagères et qu'il y a une part biogénique dans ces déchets qui est attribuée à 50%. C'est une directive européenne que l'on applique et qui est commune de la même façon pour les évolutions de gaz à une logique de convergence avec les autres observatoires régionaux. En revanche, pour les unités de traitement de déchets dangereux, on considère qu'il y a 100% d'énergie de récupération. Il n'y a pas de part biogénique dans les déchets qui sont traités par ces unités. Et donc, c'est la façon dont cette répartition est attribuée. On a mis un petit point d'attention, car on a modifié là, cette semaine, les données juste de répartition, donc pas dans la part globale, en ajustant bien la part du IDD à 100% d'énergie de récupération. Au début, on avait fait au global 50-50, mais aujourd'hui, on a bien en tête qu'on distingue la part de production d'énergie qui provient des UVE et de la part de production d'énergie qui provient des unités de traitement déchets dangereux. Et les déchets dangereux, 100% de récupération, car il n'y a pas de part biogénique. Donc au global, la donnée que vous avez cette année dans le dernier bilan 2023 ou dans les bilans des années antérieures, la part de biogaz, de la filière de valorisation des déchets est similaire. C'est vraiment la répartition qui évolue et on tient à marquer cette répartition car dans les années qui vont suivre,
ça va être l'énergie de récupération et la chaleur fatale vont être des sujets qui vont nous occuper et sur lesquels on va devoir les creuser un petit peu plus pour répondre aux différents objectifs et aux différents besoins qui existent. Donc voilà la logique dans laquelle on essaie de se mettre. Je ne sais pas si vous avez des interrogations sur cette filière, sur cette distinction. S'il n'y a pas de questions, à présent, on voulait terminer ce webinaire par un petit point d'actualité pour vous informer un peu sur quoi on travaille en ce moment à l'ORECAN. Donc, on a tranché, enfin, la présidente, pardon. Une des actualités de l'ORECAN, c'est l'éolien offshore. Donc, c'est une question qu'on s'est posée ensemble avec les pilotes. C'est un peu comment prendre en compte l'éolien offshore dans le bilan ENR-ER de la Normandie et de l'observatoire. Et donc, c'est ce qui a été décidé, c'est que donc l'éolien offshore fera partie du bilan ENR 2024 et qu'il sera par contre pris en compte qu'à l'échelle régionale et ne sera pas réparti sur les territoires, enfin la production ne sera pas répartie sur les territoires. Ensuite, une autre actualité, c'est que en ce moment à l'ORECAN, donc on est en train d'effectuer côté Biomasse Normandie un peu le début du bilan ENR 2024 et l'objectif c'est cette année de mettre à jour deux méthodologies. La méthode pour les pompes à chaleur et la méthode pour le solaire photovoltaïque, dans le but également de converger vers des choix, enfin de converger entre les observatoires et l'ensemble des observatoires régionales pour un peu avoir des chiffres qui sont comparables parce que pour les pompes à chaleur, c'est quand même des méthodes qui sont très différentes en fonction des observatoires. Et pour le solaire photovoltaïque, c'est surtout pour répondre à un problème, mais qu'on vous expliquera, je pense, l'année prochaine plus en détail. Voilà. Et également, on voulait vous faire part d'une actualité à nouveau, de la participation de l'ORECAN au groupe de travail qui sont chargés de régionaliser les objectifs de la PPE3. Donc la PPE3 qui n'est pas encore officiellement approuvée, mais qui devrait l'être à la rentrée. Mais c'était pour vous informer qu'il y avait cette régionalisation qui était en cours. Donc sur le bois, énergie, l'éolien, le photovoltaïque, le biogaz, la chaleur fatale et La géothermie. la géothermie. Je crois que tu as tout dit. Donc on est inclus dans ces réflexions et ce qui rejoint un petit peu la remarque de tout à l'heure sur l'aspect prospection. Là, on reprend les travaux que l'on a réalisés dans le cadre de la COP et on essaie d'apporter notre expertise. Là, on sort parfois de la casquette ORECAN et on passe sur la casquette expertise de biomasse et des autres pôles que l'on a. Mais voilà, c'était pour que vous ayez en tête que c'est en train de se passer et ça rejoint également les réflexions qui sont en cours entre les pilotes et agriculteurs inclus de l'observatoire où il y a des réflexions justement sur cet aspect prospection ou sur d'autres besoins qui pourraient être présents au sein du territoire. Et donc, n'hésitez pas à nous faire remonter des besoins ou des manques que vous estimez au sein de l'ORECAN ou des choses qui pourraient être améliorables facilement, qui seraient plus faciles à utiliser pour vous. On reste à l'écoute et on prendra en compte, en tout cas, on fera remonter ces informations et on vous informera par la suite de tout ce travail qui va se dérouler sur 2025 et 2026. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais on a bien en tête que des évolutions pourraient arriver pour améliorer le suivi que l'on peut vous proposer au sein de cet observatoire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques sur ces aspects-là. On voulait vous remercier pour votre présence. On sait que ça fait beaucoup d'informations.
Euh, comme on l'a mis dans le chat, le webinaire sera disponible, le support également. Vous pouvez toujours nous contacter par mail et là, on vous laisse un peu plus la main si vous avez des points que vous vouliez aborder avec nous que nous n'avons pas présentés lors de ce webinaire.